Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur espace vectoriel et la notion de dimension. La dernière fois, on a introduit la notion d'espace vectoriel de dimension finie, la notion de dimension, et puis on a un peu étudié des propriétés des familles libres ou génératrices d'un espace vectoriel de dimension finie. Aujourd'hui, on poursuit avec les sous-espaces d'un espace de dimension finie, et puis la notion de rang d'une famille de vecteurs. On commence par la dimension d'un sous-espace. Voilà une proposition qui est très importante, mais elle n'est pas évidente, bien qu'elle soit très intuitive. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et F inclut dans E un sous-espace vectoriel. Alors F est de dimension finie lui aussi, et sa dimension est plus petite que celle de l'espace qu'il contient. Et de plus, il y a égalité des dimensions entre un espace et un sous-espace, si et seulement si il y a égalité des espaces eux-mêmes. C'est une proposition intuitive, hein, imaginez, bon là vous pouvez pas le voir, mais en présentiel, on est tous ensemble dans un espace de dimension 3, qui est l'espace dans lequel on vit, l'univers. Et puis, le tableau sur lequel je pourrais écrire, c'est plutôt un espace de dimension 2, un plan. Vous n'allez pas faire rentrer un espace de dimension 4 dans un espace de dimension 3. Par contre, un espace de dimension 2, un espace de dimension 1, un espace de dimension 0, oui. Alors il y a une petite arnaque dans ce que je viens de dire, juste pour la culture. L'univers, c'est plutôt un espace de dimension 4. L'espace-temps, c'est ce que nous explique Einstein, mais ça nous emmène beaucoup plus loin. Je voulais juste faire un petit exemple simple. Démonstration de cette proposition. On revient sur Terre. Notons n la dimension de E, et puis on va démontrer ça par un algorithme qui ressemble beaucoup à celui de la base incomplète. Si notre sous-espace F c'est l'espace nul, bon bah c'est gagné, il est de dimension 0 qui est bien plus petite que E. Sinon, si c'est pas l'espace nul, je peux trouver un vecteur non nul dedans. Et une famille formée par un seul vecteur non nul, c'est libre. Là il manque un espace, je les rajouterai dans le poly. Il manque plusieurs espaces parce que c'est des restes d'anciens polys à trous, et j'ai comblé les trous sans faire attention. Je vous enverrai une version à jour avec les espaces manquants rajoutés. Ok, on reprend notre espace. Si notre sous-espace F est engendré par ce seul vecteur W1, eh bien c'est gagné, on a une base de F. Cette famille W1 serait génératrice de F, et puis elle était libre. Sinon, eh bien on peut trouver un deuxième vecteur qui n'est pas engendré par le premier. Et là on est vraiment dans un algorithme typique comme dans la base incomplète. Si cette nouvelle famille W1, W2 est libre, c'est gagné. Et sinon on recommence, on peut en trouver un troisième, etc. Ce que je prétends, c'est qu'au bout d'un moment ça s'arrête. Parce que la famille ainsi construite est en permanence libre. Vous ne pouvez pas avoir une famille libre avec plus de n vecteurs. Donc au bout d'un moment ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter avant même d'avoir n plus 1 vecteur. Ça s'arrête au pire avec n vecteurs. Donc ça démontre la première partie de la phrase. Et puis la deuxième. Si ça s'arrête avec n vecteurs, justement, qu'est-ce qui se passe? Si la dimension de f c'est n, eh bien j'ai une base de f formée de n vecteurs. Mais c'est une famille libre formée de n vecteurs, et n c'est la dimension de E. Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est donc aussi une base de E. Donc E et F ont une même base, ça veut dire E égale F égale vect de cette famille, hein. C'est le même espace. Fin de la preuve. Donc remarque utile là, tout de suite, quelque chose encore une fois de très pratique, comme sur les familles libres et génératrices de E avant. En pratique, pour montrer l'égalité entre deux espaces vectoriels de même dimension, il suffit de montrer l'une des deux inclusions. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez performant. Attention, j'ai bien dit, il suffit. Vous pouvez le démontrer d'autres manières, bien sûr, mais celle-ci est plutôt très pratique, si vous connaissez les dimensions. Alors, un peu de vocabulaire, un peu de dessin. Un sous-espace de dimension 1, on dit que c'est une droite vectorielle, il manque un espace ici, pareil. Un sous-espace de dimension 2, on dit que c'est un plan vectoriel. Et un sous-espace de dimension 1 de moins que l'espace de départ, on dit que c'est un hyperplan. J'ai mis quelques repères, là, vous pouvez les recopier, et on va faire des dessins de chacune de ces situations. Je vais dessiner dans l'espace, ici j'ai un espace de dimension 2, je vais y dessiner une droite, qui est donc un espace de dimension 1,
mais qui sera aussi un hyperplan pour le coup. Alors, une droite vectorielle, alors c'est bien important de faire passer votre droite par l'origine, hein. On l'avait vu d'ailleurs dans notre premier chapitre d'espace vectoriel. Hein. Un sous-espace vectoriel contient l'origine. Donc voilà, je vais appeler cette droite D. Là, l'équation, ça a l'air d'être y moins x égale 0. Hein. Donc petit rappel, sur le chapitre précédent, on retrouve un système d'équations, bon il n'y en a qu'une, mais un système linéaire d'équations homogène. Le second membre est 0, parce qu'elle passe par l'origine. Donc voilà une droite vectorielle dans un espace de dimension 2, elle-même est de dimension 1, c'est une droite, et c'est aussi un hyperplan. À droite ici, j'ai préparé un repère en 3D, et puis je vais dessiner un plan. Alors c'est difficile de dessiner un plan, hein. N'oubliez pas qu'il doit passer par l'origine, mais en plus c'est infini. Je peux pas faire des dessins infinis, mais cette droite est bien sûr infinie. Là je vais dessiner un plan qui est lui aussi infini, mais je peux pas dessiner un plan infini. Alors je vais dessiner le plan d'équation z égale 0. C'est tous les vecteurs qui sont finalement dans le plan xy. C'est le plan xy, ça veut dire il n'y a aucune composante verticale. Alors je vais essayer de le représenter comme ça. Je vais l'appeler P. P, l'équation, c'est z égale 0. Vous pouvez voir que c'est encore une fois une équation linéaire homogène. Voilà un exemple de droite, de plan. Tous les deux sont des hyperplans de leurs espaces respectifs. Je pourrais aussi, tout n'est pas un hyperplan, hein, je peux aussi dessiner une droite. Allez, par exemple, la droite... hop. Je vais dessiner une droite dans dimension 3. Celle-ci, je sais pas moi. Hop. Alors, comme ça. Voilà, je vais l'appeler D2, je vous donne pas son équation parce que je l'ai dessiné au hasard, je ne sais pas quelle est son équation. Donc voilà des exemples graphiques de sous-espaces vectoriels. Voilà, bon c'est tout ce qu'il faut savoir pour vous pour la notion de sous-espace vectoriel et de leur dimension. Mais on va y revenir, on va utiliser ça tout de suite dans la notion de rang justement. Alors souvenez-vous, dans la séance précédente, je vous avais dit à un moment, c'est important de pouvoir détecter les relations de liaison entre des vecteurs. Mais on ne peut pas forcément le faire à l'œil nu. C'est justement la notion de rang qui nous permet de faire ça. Donc c'est une partie importante. Définition, soit E un K espace vectoriel, on appelle rang d'une famille de vecteurs V1 jusqu'à Vm, eh bien la dimension de l'espace qu'ils engendrent. Dim de vect, de ces vecteurs. Ok. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, on va le développer dans cette séance. Première proposition, et qui va déjà montrer l'utilité de la notion de rang. Soit E un K espace vectoriel, V1, Vm des vecteurs. Alors le rang de la famille de vecteurs est plus petit que M, le nombre de vecteurs. Avec égalité, si et seulement si la famille est libre. Donc déjà, avec le rang, on peut détecter la liberté. Si de plus E est de dimension finie, l'espace de départ, s'il est de dimension finie n, votre rang il est aussi plus petit que n. Avec égalité, si et seulement si, la famille est génératrice de E. J'ai oublié un 2E ici, moi je vous embête quand vous ne le mettez pas, donc pas de raison, je le mets aussi. Donc voilà, le rang, ça permet déjà de détecter si une famille est libre ou génératrice de E, entre autres. Faisons cette preuve. Bien par définition, F, l'espace engendré vect de V1Vm, est engendré par V1Vm, c'est la définition de vect. Je peux donc en extraire une base, par le théorème d'extraction des bases, une base de F. Donc la dimension de F est plus petite que M. Première partie, ici, est démontrée. Si de plus il y a égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une base de F formée de M vecteurs. Pourquoi? Parce que j'ai une famille libre de F formée de M vecteurs, la dimension de F. Une famille génératrice, pardon. Famille génératrice, excusez-moi. Famille génératrice de F formée de M vecteurs, admettant la dimension de F, et bien c'est ce qu'on a vu la dernière fois, elle est libre. C'est même une base. Elle est libre et génératrice de E. Réciproquement,
si cette famille est libre, on a si et seulement si cette famille est libre. Là, je viens de démontrer l'implication de gauche à droite. Montrons l'implication de droite à gauche. Supposons donc que la famille est libre, réciproquement, si cette famille est libre, et bien comme elle est déjà génératrice de f, c'est une base de f, et donc m égale la dimension. Donc ça prouve la première phrase ici, et maintenant on passe sur le si de plus. Si E est de dimension finie n, eh bien f est inclus dans E bien sûr, donc par contre, ça c'est ce qu'on vient de voir, sa dimension est aussi plus petite que celle de n, que celle de E, c'est-à-dire n. Ça prouve le premier point ici. Avec égalité, si et seulement si la famille est génératrice de E, prouvons-le. Alors, il y a égalité, ça veut dire quoi? Eh bien, on vient de le dire dans la proposition précédente sur les dimensions des sous-espaces. Il y a égalité ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dim_f égale dim_e, ce qui veut dire, par cette proposition, que f égale E, c'est-à-dire que E égale vect de V1Vm. Donc E est engendré par V1Vm. Fin de la preuve, voilà. Donc remarque, le rang permet donc de savoir vraiment, en quelque sorte, combien de vecteurs sont vraiment libres ensemble au sein d'une famille. Alors pourquoi je dis ça? Je vous propose, pour comprendre cette phrase, de revenir sur notre petit dessin ici. Imaginez, je considère l'espace engendré par un vecteur qui dirige l'axe des abscisses, x, et puis un vecteur qui dirige l'axe des y. J'obtiens quoi? J'obtiens le plan P. Tout vecteur dans ce plan P est en fait une combinaison, disons, je vais dessiner des petits vecteurs en jaune, disons de lui et de lui. Donc ils engendrent ces deux vecteurs jaunes, appelons-les V1 et V2, un espace de dimension 2, ce plan. Si maintenant je rajoute un vecteur V3, lui, eh bien il est dans le plan, donc il est lui-même déjà engendré par V1, V2, il est inutile. Le rang de V1, V2, V3, c'est le même que le rang de juste V1, V2. V3 est inutile, il est déjà engendré par V1, V2. Ce rang C2, c'est la dimension du plan P. Pour déterminer ça en pratique, là on avait un dessin sous les yeux, mais en pratique, imaginez, je vous donne des vecteurs en dimension 4, on ne peut pas faire de dessin. Pour déterminer ça en pratique, on étudie la liberté de la famille. En fait, on va partir de notre famille ici, et on va en extraire une famille libre, c'est-à-dire on va ôter les vecteurs inutiles. Alors faisons ça, déterminons le rang de V1, V2, V3, V4. Première méthode, je peux voir qu'en fait V4 est combinaison des autres. On verra après pourquoi, comment j'ai pu voir ça. Donc je peux le retirer. Si vous avez trouvé de votre côté qu'un autre vecteur est combinaison des trois autres, c'est normal, hein. Il n'y a pas que cette relation de liaison-là. Regardez, je pourrais isoler V3. Donc ça marche aussi. On peut vérifier maintenant, une fois qu'on a fait ça, que V1, V2, V3 est libre. Pourquoi? Parce que, écrivons une relation de liaison, testons la liberté. Vous traduisez cette équation, elle vous donne ce système linéaire-là. Il est échelonné, il se résout, il n'y a que des coefficients 0 possibles, et la famille est bien libre. Donc vect de V1, V2, V3, V4, c'est pareil que vect de V1, V2, V3, et c'est de dimension 3. Puisque V1, V2, V3 est une base de cet espace. Donc le rang de cette famille, c'est 3. Vous seriez en droit de me demander comment vous avez vu cette relation de liaison. Dans cet exemple, en fait, c'est facile, mais en règle générale, ça l'est pas. C'est pas forcément possible de voir des relations de liaison à l'œil nu, c'est même plutôt, quand il y a beaucoup de calculs, c'est pas faisable. Mais ici, c'est faisable, regardez. Déjà, j'ai que des zéros sur la quatrième coordonnée, donc ça ne me sert à rien, enfin, ça va rien m'apporter. Par contre, cette coordonnée-là me dit, regardez, j'ai 0, 0 et 4, donc j'ai pas le choix. Hein. V4, s'il s'écrit comme une combinaison de V1, V2, V3, il y aura forcément du 1 fois V3, pour que ce 4 donne bien un 4 ici. Et pour la même raison, il y aura du 2 fois V2, pour que ce 3 donne un 6, parce que j'ai que des zéros ici, ils ne vont pas influencer la deuxième coordonnée. Une fois que je connais le coef de V2 et le coef de V3, j'ai plus le choix pour le coef de V1. J'essaye, je vois que 1 marche, et puis voilà. Mais ça, c'est un exemple bien choisi, fait exprès, sur mesure, pour qu'on puisse le voir tout de suite. En règle générale, on ne pourra pas le voir à l'œil nu. Imaginez, je vous donne 7 vecteurs de dimension 10 avec des nombres complètement aléatoires dedans.
On serait bien dans l'embarras pour trouver ça à l'œil nu, on n'y arrivera jamais. Alors c'est pas grave. On va justement développer un moyen de calcul, on va dire, méthodique de rang. Et ça, encore une fois, c'est l'échelonnement. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait sans s'en rendre compte. Donc c'est ce que j'appelle seconde méthode, c'est pas vraiment une seconde méthode, c'est la méthode, c'est comme ça qu'on calcule un rang. Donc il arrive souvent qu'on ne voit pas à l'avance les relations de liaison, c'est normal, et puis l'échelonnement permet de le voir. C'est l'essence même de l'échelonnement. Parce que quand vous échelonnez, vous faites quoi? Et regardez cette matrice, oubliez qu'elle provient, qu'elle a un quelconque rapport avec notre notion de rang. Je vous demande d'échelonner cette matrice. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éliminer des lignes à l'aide d'autres lignes. Mais libre à nous de dire que ces lignes sont en fait des coordonnées de vecteurs. Alors c'est ce que je fais ici. J'ai mis mes vecteurs en ligne. Voilà ma première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Vous pouvez vérifier, c'est bien la même chose. Je vais échelonner. Alors, je vous laisse échelonner, moi je l'ai fait aussi de mon côté, voilà les opérations que moi j'ai faites, si vous en faites des autres, c'est pas grave. Vous aurez peut-être une forme échelonnée légèrement différente. Mais voilà ce que j'obtiens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai éliminé ma quatrième ligne, j'ai que des zéros. Mais mes lignes, au départ, c'était quoi? C'était mes coordonnées de vecteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai éliminé L4 à l'aide de L1, L2, L3, par des combinaisons linéaires de lignes, c'est ça qu'on fait quand on échelonne. Moralité, mon quatrième vecteur, V4, était combinaison linéaire des trois autres. Donc voilà, un échelonnement, un calcul de rang, c'est la même chose. On calcule un rang en échelonnant. Par ailleurs, les trois premiers vecteurs, j'ai fait des opérations entre eux, je les ai changés, mais ils forment une famille libre, parce que, vous voyez ici, quelque chose, chacune de ces trois lignes a un pivot. Donc si on avait uniquement cette famille de départ-là, elle aurait été libre. Il n'y a rien d'inutile, j'ai rien éliminé là-dedans. Pas de ligne de 0, à part la dernière. Donc, moralité, c'est ce que j'écris ici. On vient de voir que V4 pouvait s'exprimer comme combinaison de V1, V2, V3. D'ailleurs, si vous remontez vos opérations, remplacez là les L par des V, vous pouvez même retrouver précisément la combinaison linéaire écrite ici. Ok. Et quant aux trois premiers, ils forment une famille libre, puisque les trois premières lignes de la matrice ont chacun un pivot, confère la première méthode. Donc en d'autres termes, le rang de cette famille, c'est pareil que le rang de la matrice, c'est 3. On reviendra là-dessus dans la remarque 8 dans quelques secondes. Alors juste une petite remarque, en fait ces deux méthodes, c'est la même chose. Dans la première, on a deviné la relation de liaison, on montre que la famille restante est libre. Dans la deuxième, on l'a pas devinée, on l'a pas vue à l'œil nu, et puis on la cherche, cette relation de liaison, à l'aide d'un échelonnement. À la fin de l'échelonnement, on a vu qu'on pouvait éliminer V4, mais rien d'autre. Alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quand même qu'il y a plein de notions de rang, il y a 3 notions de rang qui se mélangent. Alors en pratique, comment faire? Eh bien pour calculer le rang d'une famille de vecteurs, on mettra leurs coordonnées en ligne. Alors j'ai mis entre parenthèses ou en colonne, on va y venir. Dans une matrice, et on cherchera le rang de cette matrice. Ensuite, une fois qu'on a le rang de notre famille de vecteurs, eh bien on applique les propositions précédentes, et puis on peut tout de suite voir si cette famille est génératrice de E, libre, base, etc. Petit point sur les différentes notions de rang. Alors au tout début de l'année, on avait vu la notion de rang d'un système linéaire. Ensuite, quand on a étudié les matrices, on a dit que c'était pareil que le rang de la matrice. C'était même la définition de rang d'une matrice. Rang de la matrice des coefficients du système linéaire. Et maintenant, ce qu'on vient de voir, alors on l'a vu que sur un exemple, on n'a pas fait la preuve, mais on la fera dans un prochain chapitre, que c'est aussi le rang de la famille de vecteurs, dont les coordonnées sont les lignes de cette matrice. Je mets une petite parenthèse ici, sont les lignes de cette matrice. Mais vous savez aussi,
de par le chapitre matrice, que le rang d'une matrice et le rang de sa transposée, c'est le même. Donc en fait, moi j'ai parlé de ligne ici et ici. Pourquoi? Parce que quand on fait des échelonnements, on travaille sur les lignes. Donc c'est plus compréhensible de dire que calculer un rang, ça se fait en échelonnant. Parce que les opérations faites sur les lignes, ça revient à faire des opérations sur les vecteurs. Mais en fait, vous pouvez très bien aussi les mettre en colonne si vous voulez. Ou colonne. Pourquoi? Parce que le rang d'une matrice et le rang de sa transposée, c'est la même chose. Moralité, pour calculer un rang, vous avez juste à mettre vos coordonnées de vecteurs dans une matrice et à donner le rang de cette matrice, en échelonnant bien sûr. Alors avant de passer au grand 4, on va aller directement faire un saut à la toute fin du poly pour parler d'une remarque importante sur la notion de rang justement. Donc on descend jusqu'ici, voilà. Remarque fondamentale quand on travaille en dehors de k puissance n muni de la base canonique. Là on vient juste de faire quelques exemples, enfin même un exemple avec 4 vecteurs de R4, écrits directement. Toutes ces notions en fait se généralisent dans n'importe quel espace vectoriel de dimension finie. Mais il faut juste faire attention à vos notations. Comment faire des calculs, par exemple, avec des polynômes? Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire, on travaillait directement avec la matrice formée des vecteurs, en ligne ou en colonne. Mais faites bien attention, j'ai dit à chaque fois coordonnées des vecteurs. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez à savoir si, par exemple, une famille de polynômes est libre, qu'est-ce que vous faites? Le système linéaire que vous obtenez, la matrice que vous obtenez, c'est pas une matrice avec des polynômes dedans. Jamais, jamais, on ne mettra des polynômes dans une matrice. Dans une matrice, il y a des nombres. Quels sont ces nombres? Ce sont les coordonnées de votre polynôme dans une base, typiquement dans la base canonique. Donc, je reviens sur notre exemple 4, là. Quand vous cherchez, par exemple, ici, si cette famille de vecteurs est libre, vous obtenez ce système-là. Si c'était des polynômes, ici, dans la matrice, vous n'auriez pas des polynômes. Vous auriez leurs coefficients. Vous auriez les coefficients de ce polynôme une fois qu'on l'a bien écrit selon 1, x, x carré, etc. Donc faites bien attention à ça. Dans ces matrices avec lesquelles on travaille, ici, 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 une fois que c'est échelonné, c'est pas les vecteurs eux-mêmes, c'est les coordonnées des vecteurs. Il s'avère que, comme ici j'écris des vecteurs directement dans R4, eh bien leurs coordonnées dans la base canonique sont eux-mêmes. Mais si c'était des polynômes, ce ne serait pas le cas. Si c'était une autre base que la base canonique de R4, ce ne serait pas le cas. Donc c'est ça que je vais vous expliquer. Revenons sur notre remarque fondamentale. Donc c'est ce que je viens de vous dire ici. Dans l'exemple, on travaillait directement avec la famille formée des vecteurs, en ligne ou en colonne, mais c'est dans l'absolu les coordonnées des vecteurs. On doit travailler sur les coordonnées des vecteurs dans une base, autrement dit les scalaires qui apparaissent dans leur décomposition. On ne met pas des polynômes dans une matrice, mais les coefficients des polynômes. Donc un exemple de polynôme, on veut déterminer ce rang, le rang de cette famille de 1, 2, 3, 4 polynômes. Version rapide. Si je prends rien que les 3 premiers polynômes, il y en a 3. La famille est libre, car les degrés sont 2 à 2 distincts, 0, 1, 2. C'est donc une base de K2 de x. Et donc en fait, ce dernier vecteur est inutile. En tant que vecteur de K2 de x, il est engendré par cette base, cette famille génératrice. Et donc en fait, l'espace engendré, c'est K2 de x tout entier, donc sa dimension c'est 3. Version où je ne vois pas ça. Version où je ne vois pas ça, on peut tout de même calculer le rang par la méthode algorithmique d'échelonnement qu'on a vue. Donc je mets bien en gras, la matrice que l'on considère ne contient pas des polynômes, mais les coordonnées de ces polynômes dans la base canonique. Donc voilà le rang de la matrice que je dois calculer. Alors, j'explique d'où vient cette matrice. Ce 1, 0, 0, c'est quoi à votre avis? Eh bien c'est ce 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x carré. Ce 1 moins 1, c'est quoi? Eh bien c'est 1 fois 1 moins 1 fois x. C'est les coordonnées de mon polynôme dans la base canonique à chaque fois. 0, 1, moins 1. 0 fois 1, 1 fois x, moins 1 fois x carré.
Et enfin, moins 2, 1, 3, c'est bien moins 2 fois 1 plus 1 fois x plus 3 fois x carré. Moins 2 plus x plus 3x carré. Hein, donc je mets les coordonnées, on pourrait même indiquer ici des flèches pour dire, ici c'est cette première colonne, c'est les coordonnées selon 1, ici c'est les coordonnées selon x, ici c'est les coordonnées selon x carré. Coordonnées selon 1, x, x carré. J'échelonne ça et je vois ce qui se passe. Je vous donne juste un petit exemple à côté beaucoup plus simple. Comment voir par exemple que 1x, 1 plus x est lié? Évidemment qu'elle est liée, mais si vous faites ça du point de vue des matrices, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez quoi? Vous avez 1, 0, les coordonnées de 1, 0, 1, les coordonnées de x, et puis 1, 1, les coordonnées de 1 plus x. Quand vous échelonnez, vous allez faire quoi? Vous allez faire L3 reçoit L3 moins L1 moins L2. Vous allez obtenir 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Autrement dit, vous avez éliminé la troisième ligne à l'aide des deux autres. Exactement de la manière prévue. Ce troisième vecteur, c'est la somme des deux autres. Cette troisième ligne, c'était la somme des deux autres. On travaille sur les coordonnées. Ok? Donc en l'échelonnant, je vous laisse le faire, cette matrice vous l'échelonnez, vous allez obtenir une dernière ligne de 0, donc un rang égal à 3. Vous allez obtenir une dernière ligne de 0, 3 pivots au-dessus, donc un rang 3. Votre famille est de rang 3, comme on l'avait vu ici beaucoup plus rapidement. Ok? Alors tout ça c'est cohérent avec le fait que dans k puissance n, un vecteur, c'est ce que je vous disais dans notre exemple 4, et le vecteur de ces coordonnées dans la base canonique, c'est identique. Moins 2, 7, 3, c'est moins 2 fois 1, 0, 0, plus 7 fois 0, 1, 0, plus 3 fois le dernier. Moins 2, 7, 3, et puis les coordonnées, c'est moins 2, 7, 3. Mais si vous changez les vecteurs ici, si vous prenez une autre base, pas la base canonique, vous aurez d'autres coordonnées. Si vous ne prenez pas des vecteurs de R3, mais des polynômes, vous aurez des polynômes ici, 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 avec des coefficients ici, ici. Et c'est ces coefficients-là qu'on met dans les matrices. Derrière tout ça, il y a une théorie. Là, je vous parle vraiment en termes de méthode, on va dire, de méthode de travail. Mais il y a toute une théorie très claire là-dessus. C'est juste qu'on ne la fait pas encore tout de suite. On la fera au chapitre suivant sur l'algèbre linéaire. On termine avec quelques exercices. Alors, je vous laisse les faire, puis on débriefera ça dans la séance en live. Donc, en utilisant uniquement un calcul de rang, justifier qu'il est possible d'extraire de cette famille de polynômes une base de K2 de x, et puis le faire. En utilisant uniquement un calcul de rang, justifier qu'il est possible de compléter maintenant cette autre famille en une base de K3 de x et le faire. Ça va vous faire un peu réviser toute la séance d'aujourd'hui. Donc il va falloir faire le lien entre la notion de rang et la notion de famille libre, famille génératrice, et puis le lien entre quels sont les théorèmes qui, à partir d'une famille génératrice, vous permettent d'extraire une base, ou à partir d'une famille libre, de la compléter en une base. Ok, faites bien ces exos parce qu'ils font réviser un peu tout ce qui a été fait aujourd'hui et même lundi. Voilà.